Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode du Fond de l'Info qui décrypte l'actualité politique de la semaine. Au programme de ce nouveau numéro, nous reviendrons bien sûr sur la rentrée parlementaire. Fini les vacances, les députés ont repris les débats à l'Assemblée nationale ce lundi 25 septembre. Ils planchent en ce moment sur le projet de loi pour le plein emploi porté par le ministre du Travail Olivier Dussopt et déjà adopté en juillet en première lecture par le Sénat. Une réforme majeure pour le gouvernement qui souhaite atteindre la barre des 5% de taux de chômage d'ici à 2027. Pour y arriver, une série de mesures a été pensée et parmi les plus critiquées, la réforme du revenu de solidarité qui sera versé en contrepartie d'heures d'activité d'insertion réalisées chaque semaine. Une réforme portée par un gouvernement incorrigible qui n'a visiblement pas pris de bonnes résolutions pour cette rentrée. Il récidive et ressort le 49.3 pour la programmation des finances publiques. Faute de majorité, Elisabeth Borne a une nouvelle fois engagé sa responsabilité ce 28 septembre pour la faire adopter sans vote. C'est le premier passage en force avant ceux attendus cet automne du projet de loi de finances pour 2024 et celui de financement de la sécurité sociale. On va également s'intéresser de plus près à ce projet de loi de finances qui prévoit l'augmentation de 3,9 milliards d'euros des fonds alloués au ministère de l'Éducation nationale. Une nouvelle de prime abord réjouissante si elle n'était pas accompagnée de la suppression de 2500 postes de professeurs. Et on aurait bien besoin de renforcer l'équipe pédagogique pour notamment lutter contre le harcèlement scolaire qui touche un élève sur 10, non ? Eh bien non, ce n'est pas ce qu'a prévu Elisabeth Borne dans son plan interministériel pour lutter contre ce fléau qu'elle a présenté ce mercredi. Dans le viseur du gouvernement, le rectorat de Versailles, dont près de la moitié des courriers de réprobation qu'il a adressés aux parents, pose question, selon le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Et nous conclurons ce Fond de l'Info avec une polémique qui continue de secouer la NUPES, une polémique qu'on pourrait résumer en quelques mots ou noms clés. Sophia Chikirou, Fabien Roussel, Jacques Doriot, Jean-Luc Mélenchon. On en parle avec votre binôme préféré, Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la liberté, Julien Théry, historien et présentateur d'émissions sur le média, notamment de la Grande H. Avant de les accueillir, on vous rappelle, chers soutiens, que la rentrée du média saison 7 se fera à la télévision dès le 20 octobre. C'est un défi, un chantier immense. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous, car vous le savez, le média est porté, financé par son audience. Rendez-vous sur le lien KissKissBankBank disponible dans la description ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube en cliquant en haut à droite de votre écran. Faites un don. Partagez le lien de la cagnotte autour de vous sur vos réseaux et permettez aux médias de développer une grille de programmes qui, soyez-en sûrs, révolutionne la télévision et offrira un nouvel espace médiatique à celles et ceux qui luttent et pensent le monde social et politique autrement, à contre-courant des récits de connivence avec les intérêts des milliardaires. On compte sur vous. Bonjour messieurs. Bonjour. Eh bien, cette semaine, on va beaucoup parler de cette rentrée parlementaire qui a débuté ce lundi 25 septembre. Depuis le 25 donc et jusqu'au 4 octobre, les députés examinent le projet de loi pour le plein emploi adopté en première lecture par le Sénat en juillet dernier. L'objectif est de ramener le taux de chômage de 7 à 5% d'ici la fin du quinquennat. Et ça sera fait notamment sur le dos des plus précaires, puisque le projet de loi s'accompagne de la réforme du RSA dont le versement sera conditionné à la réalisation d'un certain nombre d'heures d'activité d'insertion chaque semaine. Alors ça ne sera ni du travail gratuit ni du bénévolat obligatoire, promet le gouvernement, qui précise qu'il y aura des exceptions, notamment pour les mères isolées, les personnes en mauvaise santé. Une mesure qui vous a fait bondir, Mathieu Slama. Oui, c'était une des grandes, c'était peut-être la seule idée défendue par Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. C'était cette idée-là. C'était à peu près la seule idée forte de son programme. C'était, vous savez, le fameux les droits et les devoirs. Il n'y a pas de droit sans devoir. Et donc, il appliquait notamment aux minima sociaux et donc à cette question du RSA en disant, finalement, le RSA, il faut le mériter. Et donc, il faut prouver qu'on recherche vraiment de s'insérer dans le monde du travail. Et donc, je vais mettre en place un système où il y aura, moyennant, on a le RSA à condition qu'on fait un certain nombre d'activités à côté, soit de la formation, en tout cas, stage, coaching, quoi que ce soit. Mais en fait, c'est assez flou et on voit bien que c'est aussi une forme de travail qui est fait à côté du RSA, en sachant que LR vient de faire adopter un amendement
à l'Assemblée nationale qui met la durée de travail associée au RSA à 15 heures minimum par semaine. Donc c'est quand même pas rien, c'est même beaucoup. Donc moi, ce qui me choque là, dans cette histoire, au-delà de tous les éléments techniques, c'est qu'au final, on considère que gagner le minimum pour survivre, parce que je pense qu'avec 600 euros, c'est aujourd'hui, je crois qu'avec les dernières revalorisations minuscules, hein, c'est autour de 600 euros quand on est seul, on considère que donc ce droit à survivre, finalement, doit être conditionné. C'est-à-dire qu'on doit mériter le fait de pouvoir survivre dans notre pays, en sachant que parmi les centaines de milliers de bénéficiaires du RSA, vous avez un certain nombre de personnes qui sont en immense précarité, dans des situations extrêmement compliquées, dans des campagnes, retirées des lieux d'activité, etc. Et qu'un certain nombre d'entre eux ne font pas semblant et ne sont pas, comme dit notamment une partie de la droite, des assistés, des fainéants ou que sais-je encore, parce que finalement, derrière, c'est quand même le discours qui sous-tend un peu tout ça, c'est de dire en gros, certains bénéficiaires du RSA profitent d'une sorte de rente qu'ils auraient, et donc il faut les remettre au travail le plus vite possible, et ceux qui ne veulent pas, on leur sucre leur RSA, sachant que dans le projet de loi, donc c'est soit on leur enlève complètement le RSA, soit on le baisse, il y a un système de sanctions, on est je ne sais pas si on est dans Kafka ou dans quoi que ce soit, mais on est dans un truc extrêmement procédurier, avec des sanctions prévues différentes en fonction du comportement de l'allocataire du RSA. Donc il y a cette suspicion aussi qui repose sur ces allocataires de fraude. Voilà, exactement. L'idée qui se répand beaucoup, y compris dans le pays, et voilà, qui est que, encore une fois, certains bénéficieraient indûment du RSA, en profiteraient, etc. Donc voilà, moi, ce qui me choque, c'est vraiment l'idée qu'on devrait mériter le fait de devoir survivre dans ce pays, et que finalement, on associe la dignité au travail, et que en gros, on dit un homme sans travail n'a pas de dignité. Je pense que la gauche, dans cette histoire, notamment au Parlement, n'est pas à la hauteur, parce que l'enjeu, c'est pas seulement d'être sur des arguments techniques, etc., même si évidemment il faut les avoir, mais c'est de dire que là, c'est la question du rapport au travail et de la dignité humaine. Je crois que dans notre pays, il y a une idée fondamentale qui est une idée républicaine depuis le début de la République, c'est l'idée que la République est solidaire. Elle est solidaire envers les plus démunis, envers ceux qui souffrent, envers les nécessiteux. Et le RSA, c'était ça l'idée. C'est l'idée sans contrepartie, inconditionnelle, une aide pour aider les plus infortunés, voilà, de vivre un minimum. Et je pense que le combat de la gauche, ça doit être aussi ça, c'est-à-dire le droit, et je finis là-dessus, mais le droit de vivre dignement, qu'on ait un travail ou non. Alors, oui, ça nous amène vers un rivage qui peut être celui, par exemple, du revenu universel. Moi, je trouve que c'est des réflexions très intéressantes. Que finalement, est-ce que l'avenir du progressisme et de la gauche, de manière générale, c'est de défendre, encore une fois, de décorréler la question du travail et la question de la dignité humaine, et de montrer et de défendre l'idée qu'un homme, parce qu'il est homme, parce qu'il est citoyen d'un pays, a le droit de vivre dignement, qu'il ait un travail régulier ou non, etc., etc. Et je pense que derrière, la question qui se pose est celle-là, à côté de tous les problèmes que pose, et je finis juste là-dessus, tous les problèmes que cette loi pose, notamment en termes de l'augmentation de la précarité que ça va amener, ça va rendre encore plus difficile la vie des personnes les plus précaires, etc., etc. Alors qu'en réalité, encore une fois, la charge de la responsabilité est inversée. C'est-à-dire qu'on incombe aux bénéficiaires du RSA de devoir constamment se prouver qu'il est sur la bonne direction, alors qu'encore une fois, la République sociale, c'est l'État qui a la responsabilité de trouver aux personnes qui sont en difficulté des moyens de s'en sortir et des moyens de s'insérer dans la société. Et puis, assortir le RSA de conditions dans un contexte d'inflation où les Français connaissent la précarité, des difficultés même pour manger 3 fois par jour, on va dire que c'était quand même assez malvenu. Enfin, la temporalité vient, je trouve, desservir la discussion, notamment de cet amendement. Julien Terry. C'est au cœur du programme de la droite française et d'Emmanuel Macron. Et une fois de plus, en fait, ce sont des solutions, des choix de société qui ont déjà été faits il y a plusieurs décennies, dont on connaît les résultats, on les a sous les yeux, dans le monde thatchérien, de l'Angleterre thatchérienne, post-thatchérienne et blairiste.
aux États-Unis ou même en Allemagne maintenant, c'est-à-dire qu'on fait le choix d'avoir des masses de travailleurs pauvres qui vivent dans des conditions déplorables, tout en travaillant. Mais si on reprend, et je trouve que c'était une très bonne idée, avec le point de départ d'Emmanuel Macron, qui est cette espèce de slogan pour avoir des droits, il faut avoir des devoirs, duquel il part, il faut d'abord souligner que c'est complètement faux à plusieurs égards. D'abord, c'est faux en pratique, puisqu'il y a énormément de gens qui naissent avec de facto l'accès à plein de choses sans avoir les obligations ou les devoirs qui incomberaient à beaucoup d'autres pour accéder à beaucoup moins. C'est tout simplement ceux qui sont nés au bon endroit, quoi, ceux qui sont nés de manière objectivement privilégiée dans les bonnes familles, voilà, qui ont une bonne éducation, qui vont en vacances, etc. Donc en pratique, déjà, c'est complètement faux, factuellement. Par ailleurs, au plan théorique, au plan philosophique et anthropologique, c'est indigne de dire une chose pareille, c'est, à proprement parler, contraire à la dignité humaine. Mais c'est vraiment, disons, dans la veine philosophique, dans l'esprit philosophique qu'il y a derrière toutes ces réformes, dont Emmanuel Macron est l'instrument, dont Édouard Philippe aussi est un très bon représentant, ces réformes néolibérales. Les penseurs de ce monde-là, de ces principes-là, comme toujours Hayek, comme von Mises, etc., sont des gens qui sont arrivés à dire, parce que c'est des gens très sérieux, qu'en dernier recours, effectivement, une société ne doit rien à l'humanité qui est en quelqu'un qui ne justifierait pas par ailleurs par son comportement qu'on dépense pour l'aider. Alors ils le disent toujours un peu discrètement, etc. Ils n'aiment pas trop en arriver là, mais c'est une conception totalement réifiante. Non, il n'y a aucune nécessité pour une société d'être solidaire avec un humain. Et on voit très bien le résultat de ces principes dans les sociétés néolibérales et dans la nôtre d'ailleurs. On voit très bien des gens dans la rue qu'on enjambe sans plus les voir maintenant, alors qu'on a parfaitement les moyens, et bien plus encore, que chacun vive dans des conditions humaines correctes. Donc voilà, c'est faux à tous égards. Et par ailleurs, c'est vraiment un imaginaire, alors là, pour le coup, qui est aussi celui d'Emmanuel Macron, qui est celui de la droite à la fois traditionnelle et très dure, de la bourgeoisie qui défend ses privilèges, l'imaginaire des privilégiés, tout à fait opposé, en effet, à une tradition de gauche, à l'intérêt des travailleurs, peut-être dans laquelle, un imaginaire dans lequel est tombé un certain ouvriérisme ou un certain marxisme, mais auquel s'est opposé Lafargue, en particulier le gendre de Marx, qui était un leader du mouvement ouvrier très important, qui a écrit un livre qui s'appelle Le droit à la paresse, et qui dit oui, tout humain a le droit de rêvasser, d'être tranquille, d'avoir des vacances, et ne doit pas seulement se penser en fonction du travail. Et c'est effectivement fondamental. Et c'est d'ailleurs ce que font les classes bourgeoises, moyennes. Voilà. Et je vous renvoie d'ailleurs à des épisodes qu'on connaît bien de cette espèce d'angoisse et de haine de la bourgeoisie quand elle découvre que les congés payés qui apparaissent envoient sur les plages où il n'y avait qu'elle jusque-là des gens qui n'ont rien à faire là, qui doivent travailler toute leur vie et qui doivent mourir dans la misère une fois qu'ils ne peuvent plus travailler. Donc voilà, il faut quand même bien avoir ça en tête. C'est tout cet imaginaire bourgeois-là, très violent, très droitier, qu'il y a derrière ces mesures. Maintenant, et pour terminer, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, la gauche, dans une large mesure, n'est pas à la hauteur. Elle se laisse piéger par cette idée qui vient du sens commun, qui est si on ne travaille pas ou pas assez, quelles que soient les raisons, on ne devrait pas avoir de revenus et on devrait être dans la misère. Il y a tout un discours, toute une petite musique qui est montée, en particulier avec le Parti socialiste. Je rappelle que Ségolène Royal, pendant la campagne de 2007, reprend à son compte l'idée éminemment de droite de l'assistanat, en disant qu'il ne faut pas d'assistanat. Je rappelle que Fabien Roussel, ces temps-ci, a brocardé ce qu'il appelle la France des allocs, contestant implicitement. Alors il fait toujours un petit jeu quand on lui dit mais quand même c'est la sécurité sociale, vous pouvez être communiste, vous pouvez pas être contre. Là il se rétracte. En réalité il a attaqué, il a fait allusion au fait qu'il y aurait des gens qui seraient fainéants et qui auraient de l'argent sans travailler. On peut même se demander s'il s'agirait bien de gens complètement de chez nous, mais bon, ça, il ne le dit pas, évidemment. Il laisse son auditoire faire ce type d'association. Et puis après, il dit, non, mais bien sûr, c'est pour défendre les travailleurs. Alors qu'on sait parfaitement que ce type de mesure, ce type d'appauvrissement, de création de masse de travailleurs pauvres, c'est l'intérêt du patronat.
parce que ça maintient la pression et ça oblige les gens à travailler dans un rapport de force tout à fait défavorable. Donc, ils ne peuvent pas exiger de bons salaires. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo du milliardaire australien qui a circulé beaucoup sur Twitter, dans lequel il disait comme ça, mais aujourd'hui, en ce moment, en Australie, les gens se croient tout permis, ils négocient leur salaire. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de difficultés pour ces gens-là, pour qu'ils soient contraints d'accepter les jobs sous-payés qu'on leur propose, parce que sinon, ça ne va pas du tout. Il le dit vraiment sans aucun complexe, quoi. Et il dit la vérité de ces systèmes. Voilà, donc, bon, il n'y a pas de surprise, malheureusement, mais je pense que le devoir d'une gauche digne de ce nom est de lutter de toutes ses forces contre cette loi-là en particulier et ce qu'elle représente. Alors, il y a un certain Bernard Martineau, expert du marché du travail à l'Institut Montaigne, qui expliquait que dans la loi précédente, il y avait des obligations d'action d'insertion. Simplement, elles étaient moins définies. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, ça ne change pas tellement? Mais c'est vrai que déjà, c'était conditionné. Et d'ailleurs, déjà, c'était critiquable. Et il y avait déjà une pression énorme sur les personnes allocataires du RSA et aussi des radiations. Donc, on était déjà dans une situation que je trouve était assez inacceptable du point de vue des principes et dans la manière dont ça s'appliquait, parce qu'encore une fois, la pression sur les bénéficiaires du RSA était déjà assez forte. Donc la Macronie va plus loin en renforçant les contrôles. Voilà, je pense que ça va vraiment dans une logique qui est déjà en place et qui se poursuit, c'est-à-dire désormais, il faut mériter le fait d'avoir le minimum du minimum du minimum. Et c'est encore une fois ça, je pense, contre lequel il faut lutter, parce que l'idée, encore une fois, pas de droit sans devoir, c'est absurde, c'est même anti-républicain. Et la République s'est fondée sur l'idée de droits inaliénables, premièrement, et deuxièmement, de droits sociaux qui sont non négociables. Et les minima sociaux, c'est encore une fois, dans une période où, vous l'avez très bien dit, Nadia, la période de l'inflation dans laquelle on est, la période où il y a presque 10 millions de pauvres, enfin 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà. On a des étudiants qui font la queue devant l'aide alimentaire et qui d'ailleurs essayent de s'organiser pour faire valoir leurs intérêts, qui sautent des repas, qui ont des problèmes de mal logement. Il y a des phénomènes de prostitution et estudiantine qui sont épouvantables aussi. Bon, donc tout ça, explosion de la pauvreté. Et puis, pour finir, c'est ça qui est d'autant plus choquant, c'est que on contraint le plus possible les gens précaires. On leur met la tête sous l'eau. On leur dit vous êtes trop irresponsables. On va vous responsabiliser. Vous devez faire ceci, cela. Vous devez cocher telle case pour avoir truc, etc. Et de l'autre côté, les super riches, on ne les taxe pas. Les grandes multinationales, on leur dit s'il vous plaît, augmentez les salaires. S'il vous plaît, voilà. Et au final, on a le sentiment de deux poids, deux mesures, avec d'un côté très, très, très dur avec les faibles et alors très faible avec les forts. Mais oui, juste pour finir, cette affaire de dignité humaine, c'est juste une question de logique. Si on réfléchit 5 minutes, nul ne peut prétendre avoir ce qu'il a, quoi qu'il est, indépendamment de la société qui est autour de lui et du passé de cette société qui a produit en commun ces richesses. Il n'y a pas de production de richesses qui soit possible techniquement sans avoir été construit dans le temps, sans la collaboration sociale. Donc c'est complètement absurde de dire le contraire. Maintenant, juste deux choses sur ces chiffres, comme d'habitude. Donc on va en arriver à 5 millions de chômeurs minimum, etc. Le plan s'appelle le plan plein emploi. Il faut bien comprendre que tout ça a été packagé en termes de communication. Donc d'abord, ce sont des mensonges, puisque ce sont des gens qui vivent dans le mensonge. Mais par ailleurs, la technique consiste aussi à tout de suite aller nous attirer sur des éléments techniques. On leur dit mais c'est une honte, ils disent mais ça existait déjà, on a juste précisé certains critères. C'est typique pour vous faire perdre de vue le principe général qui est extrêmement nuisible et condamnable. On va tout de suite vous attirer pour discuter sur tel ou tel point, pour que vous oubliez la question générale, qu'en fait vous ayez déjà adhéré et accepté la situation. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir pour outillage mental la connaissance de cette technique qu'on a en face de nous. N'allons pas discuter sur tel point, est-ce que ça existait déjà ou pas, est-ce que c'est radicalisé ou pas, parce que c'est déjà se faire embrouiller. Puis il est aussi bon de rappeler que parmi ces bénéficiaires du RSA, il y a des étudiants diplômés qui perçoivent cette allocation en attendant de pouvoir trouver un emploi. Donc c'est vraiment un revenu qui leur permet donc de vivre cette transition entre le monde estudiantin et le marché du travail. Parce qu'ils n'ont pas papa, maman pour financer, parce qu'ils n'ont pas un appartement de famille. Voilà. 49.3
Le retour du spectre, alors que la précédente année parlementaire avait été marquée par l'utilisation souvent jugée excessive de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Cette nouvelle année ne devrait pas être différente. Faute de majorité, Elisabeth Borne a une nouvelle fois engagé sa responsabilité ce 28 septembre pour la faire adopter sans vote. Alors c'est le premier passage en force avant ceux attendus cet automne du projet de loi de finances pour 2024 et celui de financement de la sécurité sociale. Alors bien évidemment, la NUPES a répondu, a répliqué. Une mention de censure a été déposée. On imagine qu'elle aura très peu de chances de prospérer, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'il faudrait le vote de LR, et je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de LR de voter une motion de censure. Moi, j'avoue que tout ça devient un peu fatigant. Et en fait, je pense que là, la démocratie parlementaire, démocratie française. Vous savez, dans les cours de droit constitutionnel, on dit toujours la France est un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Voilà. Et en fait, on se rend compte là avec Emmanuel Macron que c'est un régime présidentiel. Et en fait, la démocratie parlementaire française est devenue une sorte de folklore. Alors, le Parlement, c'est devenu du folklore avec, il n'y a même plus de majorité, donc c'est une majorité relative. Et donc, les oppositions. Il y a une majorité pour ne pas voter la censure. Voilà, c'est ça. Il y a une majorité pour ne pas dissoudre l'Assemblée. Donc on vote des motions de censure, et puis c'est ce qui permet de faire passer les textes ou non. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, il y a quelques mois, a réuni tous les chefs de parti en disant la démocratie, c'est ça, c'est de parler avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est formidable, la démocratie. Vous voyez, j'invite tout le monde à Saint-Denis, d'ailleurs dans un lieu qui est un peu un lieu symbole de l'Ancien Régime, mais passons. Et donc, c'est formidable. Je réunis autour de moi des chefs de parti, et voilà, je suis vraiment un grand démocrate. Et puis après, en fait, les textes budgétaires, qui sont les textes essentiels, il me semble, voilà, on les fait passer par 49.3. Donc là, c'est le 12e 49.3. 12e, ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, le ministre des Comptes publics a dit ce matin ou hier qu'il allait, pour faire passer les différentes lois budgétaires, là, notamment projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale, il allait avoir une dizaine encore de 49.3. Donc la question... Autant dissoudre le Parlement. Voilà, donc la temps. question, on fait comment pendant 4 ans? Enfin, ça va continuer. La comédie va durer comme ça pendant 4 ans, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que ça dit de l'état de notre démocratie? Est-ce que c'est tenable une situation comme ça? Et donc, évidemment, le problème de fond derrière, c'est que la fatigue démocratique qu'il y a derrière, c'est-à-dire que les oppositions ça devient presque stérile, les débats parlementaires deviennent presque stériles, et donc il n'y a plus la possibilité même de compromis possible, alors même que quand on a une majorité relative, on a une responsabilité, c'est de dire on va faire des compromis. Sauf qu'ils ne veulent pas faire de compromis. Et c'est ça le sujet fondamental. Et quand on proteste, on se fait mater par la police. Et puis après, en plus, si on n'est pas content, puisqu'on se rappelle de sinistre mémoire, le 49.3 sur la réforme des retraites, et évidemment, si on n'est pas content, il y a la répression. Donc, en fait, d'un point de vue démocratique, là, ce quinquennat est vraiment très, très... extrêmement problématique. On a vraiment l'impression d'être asphyxié par ce gouvernement. Les amis du média indépendant Contre-Attaque se sont amusés à calculer le 49.3, qui était conçu au départ dans la Constitution de 1958 comme une loi à usage exceptionnel, dans des circonstances difficiles, a été utilisé en tout 89 fois pendant les 65 premières années de la Ve République. Et comme vous le disiez, 12 fois cette année par Emmanuel Macron, qui est le recordman absolu en la matière. Et Contre-Attaque s'amusait à calculer si tous les gouvernements précédents avaient fait 12 fois par an comme ça usage du 49.3, il y aurait eu 780 49.3 sous la Ve République. C'est effectivement une manière de facto de rendre tout à fait futile l'existence du Parlement, du pouvoir législatif, de l'annihiler. Alors, c'est même pire que ça, parce que s'il n'y avait pas de pouvoir législatif, ou si il était un peu comme le Parlement européen, dont on sait que structurellement, en fait, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune possibilité. Il peut faire des esclandres, il peut essayer de faire du bruit, il peut essayer de gêner, mais techniquement, légalement, il ne peut rien faire. Il peut juste parler. Si on savait que c'était ça, ça serait mieux.
c'est pas censé être ça. On est encore, comme vous le disiez, effectivement, censé être dans un régime prétendument représentatif et même et donc semi-présidentiel, alors qu'en fait on est dans un autoritarisme pur, purement bonapartiste, bien plus radical sans doute que ce qu'avaient en tête les gaullistes quand ils ont établi, au terme d'un putsch, il faut quand même le rappeler, lié à la guerre d'Algérie, un putsch militaire, ce régime rétroactivement validé par un référendum dans la grande tradition bonapartiste. Voilà, alors il faut bien prendre conscience, finalement, tout cet habillage, alors on discute, le 49.3, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on s'en plaint, etc. Ça fait oublier qu'en réalité, la démocratie a disparu, tout simplement. Le Conseil de l'Europe lui-même, une institution qui n'est pas de l'Union européenne, plus large, s'en est, en termes très feutrés, quand même inquiété, en disant que sur le principe, c'est vraiment une dérive autoritaire et antidémocratique. Et si on dit les choses très clairement, ça veut dire quoi, utiliser cette mesure ? Utiliser le fait que l'Assemblée ne veut pas voter la loi, ne veut pas la loi, mais pour des intérêts partisans, les députés ne veulent pas retourner devant les électeurs parce qu'ils ont peur de perdre leur siège. Donc ils ne vont pas voter la motion de censure. Ça veut dire que ce gouvernement n'est pas représentatif, je ne parle pas même du pays, parce que la question de savoir si l'Assemblée est représentative du pays et des gouvernés, elle est problématique. Mais laissons-la de côté. Ce gouvernement n'est pas représentatif de l'Assemblée. Il n'a pas de majorité dans l'exécutif et il mène une politique donc, qui est contraire aux vœux, non seulement de la population, c'est manifeste, on le sait à tous égards, parce qu'il y a la destruction des services publics et la précarisation générale, mais contraire en réalité aux vœux des députés. Sa démarche est donc vraiment, à proprement parler, antidémocratique. Ils savent, ils ne peuvent pas ignorer que ceux qui les ont élus et ceux qui sont censés détenir le pouvoir législatif ne veulent pas de ces lois. Et pourtant, ils veulent les imposer. Alors la question, c'est pourquoi ? Et ils y arrivent. Pourquoi et pour qui ? Et à chacun de répondre. Et à chacun de comprendre aussi que la défense face à ça, c'est de construire un rapport de force. Mais justement, ce fameux rapport de force, ils ont essayé de le construire pendant toute cette longue séquence justement de la mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que finalement la rue a gagné ? En fait, il y a un immense sentiment d'impuissance parce qu'en effet, ce gouvernement agit comme s'il avait une majorité absolue, totale, incontestable, et qu'il avait un mandat du peuple très très clair pour mener en place ces politiques de réforme. Or, c'est évidemment pas le cas puisque une majorité relative, c'est un aveu d'échec et c'est une demande. Une majorité relative, c'est une demande de faire des compromis. C'est même pas une majorité relative en l'occurrence là. Il a une majorité Si, c'est une majorité. Il n'y a pas de majorité absolue pour renverser le gouvernement. Oui, bien sûr. Mais il n'a même pas de majorité relative pour faire passer la loi. Oui, mais c'est ce qu'on a. En tout cas, bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pire. Le gouvernement agit comme s'il avait une majorité absolue. Mais moi, là où je suis pas d'accord, c'est que moi, je pense pas qu'on n'est plus en démocratie ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est en démocratie, et je pense que le problème, c'est pas Emmanuel Macron. Voilà, le problème, c'est la Ve République. Et en fait, Emmanuel Macron pousse à l'extrême la Ve. Emmanuel Macron est un homme très intelligent qui sait ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il sait qu'il a le droit de faire ce qu'il est en train de faire actuellement. Il actionne des boutons qui lui sont autorisés par la Ve République et il le fait avec un certain cynisme, il est vrai, mais aussi avec le sentiment d'être dans la légalité. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est plutôt, est-ce que la démocratie telle qu'elle est permise par la Ve République, est-ce que c'est une bonne démocratie ? Et donc, est-ce qu'on est dans une bonne constitution ? Et c'est un peu ce que vous disiez, Julien. Cette constitution n'a plus aucun sens aujourd'hui. C'est une constitution qui donne des pouvoirs démesurés à l'exécutif. Je rappelle quand même que dans la Ve République, le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Donc, alors qu'il peut dissoudre le Parlement. Donc on est déjà dans un déséquilibre absolument incroyable qui était voulu par le général de Gaulle, qui, je suis désolé, était évidemment une figure incontestable, historique, mais qui n'était pas un immense démocrate. Et c'était quelqu'un qui se méfiait énormément évidemment de la République des partis et même de la République parlementaire. Et ça, je pense que c'est très important. La Ve République, pour moi, et je finis là-dessus, n'a plus aucun sens aujourd'hui, alors même que, en plus, la société française est fragmentée, même le fait même d'avoir une majorité devient compliqué ou quoi que ce soit. Et puis, d'autre part, elle n'est plus du tout en lien avec les aspirations démocratiques de la population, et puis aussi des progrès démocratiques tels qu'ils sont aujourd'hui dans différents pays, d'ailleurs européens. Je veux dire, la France fait figure d'exception par rapport à son modèle extrêmement pas autoritaire, je sais pas, mais en tout cas très présidentiel. Quoi, voilà. Donc le problème, c'est pas Emmanuel Macron, c'est la Constitution et l'usage qu'il fait de la Constitution. Oui, il faut décorréler les deux. Voilà.
Moi, je pense qu'on peut parler de régime autoritaire de facto. Et tout ça ressemble quand même beaucoup au Second Empire, avec la construction d'un consensus, le maintien d'un certain degré de liberté publique, pas forcément pour tout le monde, en tout cas inégalement réparti, selon les endroits, selon toute une série de critères. Pour ce qui est de Gaulle, oui, c'était pas quelqu'un qui était un démocrate radical, là-dessus, il n'y a pas de doute. Il était quand même nettement plus démocrate qu'une bonne partie de la droite de son époque, à commencer par les pétainistes. Faut quand même pas l'oublier. Il avait une grande méfiance envers le parlementarisme. Ça faisait partie de son maurassisme, car De Gaulle, on l'oublie beaucoup, était maurassien. Il a même dédié un livre à Charles Maurras, un des pères de l'extrême droite. Il était maurassien, comme l'était l'immense majorité de la droite française, traditionnaliste, à laquelle il appartenait. Il faut comprendre que ça peut avoir du sens aussi de se méfier du parlementarisme comme s'en méfiait De Gaulle. Parce que la Troisième République, c'était pas non plus super brillant. Il faut quand même pas l'oublier. Justement, un régime donc vraiment avec le législatif au centre, au cœur. C'était quand même le règne de la corruption parlementaire. Ça, on le sait, les historiens le savent très bien aujourd'hui. Ça n'a pas complètement cessé d'ailleurs sous la 4e. Je vous renvoie par exemple à un livre de Jean-Yves Mollier là-dessus, qui est très amusant, aussi assez consternant, parce qu'on a les preuves de la corruption systémique des députés par les grands intérêts financiers, y compris de personnages très prestigieux, dont vous seriez peut-être étonné de découvrir les noms dans ses travaux de Mollier, qui s'appelle L'âge d'or, je crois, de la corruption parlementaire. Voilà, le parlementarisme, c'est pas non plus forcément la panacée. C'est pas forcément non plus extrêmement représentatif. Ça ne passe pas par une figure monarchique. Je rappelle quand même que quand Thiers, qui fondamentalement était un monarchiste au départ, Adolphe Thiers, donne l'impulsion, mène l'instauration de la Troisième République après la défaite du Second Empire contre l'Allemagne en 1870. Il abandonne son monarchisme parce qu'il réalise que pour imposer non démocratiquement, ces objectifs sont antidémocratiques et tout à fait explicitement, pour imposer aux masses incultes de travailleurs les mesures nécessaires, qui ne vont pas forcément dans leurs intérêts, du côté de leurs intérêts et dans le sens de leurs souhaits. Il est beaucoup plus facile d'avoir une souveraineté collective, construite juridiquement, qu'une souveraineté rapportée à une seule personne, comme c'était le cas sous le Second Empire, après avoir été le cas sous la monarchie. C'est dans cet esprit-là que les républicains, et c'est pour ça aussi que quand vous parlez tout le temps, c'est pas républicain, il y a plein de sortes de républiques. Cette république-là, c'est la République versaillaise de Thiers, c'est la Troisième République au départ. Bon, c'est pas forcément non plus la panacée. De toute façon, toutes les formules de représentation sont problématiques parce que ce sont des médiations et il y a des grandes déperditions d'authenticité. La question de la professionnalisation de la politique est fondamentale. Mais je crois la question de la rotation au mandat. Mais je crois aussi. beaucoup à un système politique qui enchaîne le pouvoir, qui limite au maximum. Et ça, c'est l'esprit républicain. C'est l'esprit des Lumières, c'est l'esprit des grands penseurs de l'idée même libérale au sens politique du terme. C'est vraiment et je pense que le parlementarisme, c'est ça, c'est de limiter au maximum la capacité de nuire du pouvoir. Voilà. Ouais. Et la Ve République, de ce point de vue-là, va plutôt dans le contraire, c'est-à-dire qu'elle donne encore une fois des outils vous savez tout à fait démesurés, qui donnent un pouvoir, je pense, à mon sens, démesuré à l'exécutif et donc en réalité à la tête de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République. Vous savez ce que disaient les communards, qui étaient dans la tradition du républicanisme social, la République devait être sociale et démocratique, radicale. Ils disaient toujours, méfiez-vous des gens qui cherchent, qui sont volontaires pour exercer le pouvoir. Choisissez, il y a des affiches de la Commune qui le disent, choisissez des gens qui n'en veulent pas, que ça emmerde. Et ça, c'est une tradition, je termine là-dessus, excuse-moi Nadia, parce qu'on oublie qu'il y a toute une expérience historique très longue qui n'est pas enseignée malheureusement. Justement. Il faut attendre d'aller à la fac pour que ce soit enseigné. Ouais, et encore, il faut faire l'histoire du Moyen-Âge. Je suis désolé pour Théo Quamo, qui m'en veut toujours de trop parler du Moyen-Âge. Les cités-États italiennes, qui sont en fait les berceaux de l'idée républicaine moderne, qui sont les inspiratrices, Florence, Venise, Gênes, par exemple, surtout Florence d'ailleurs, qui sont les inspiratrices des penseurs du libéralisme américain, de Madison, de gens comme ça, avaient pour principal souci ces formations politiques qui étaient des républiques, celui-là, d'empêcher que, en l'occurrence c'était souvent des nobles, ce qu'on appelait les magnats, les plus puissants, monopolisent le pouvoir. Et il y avait des techniques d'un raffinement extrême, d'une complication extraordinaire pour que le pouvoir soit divisé entre plusieurs collèges, que les magistratures ne durent jamais plus d'1 an, parfois ça n'était pas plus de 6 mois.
Il y avait une rotation permanente aux charges. Il fallait interrompre son travail pour faire 6 mois dans tel collège et on ne pouvait pas y revenir en un certain temps, mais on devait aller à un autre collège pour d'autres décisions. Et la participation active au gouvernement était bien plus large en termes de pourcentage de la population qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas le principe général de l'égalité des droits, ça pas du tout. Donc on n'est pas du tout progressiste, c'est ce que tu es en train de dire. C'était pas démocratique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une histoire humaine et entre autres européennes, parce qu'il y a aussi des histoires extra-européennes qu'on ferait bien de connaître, d'autogouvernement, en tout cas de limitation des médiations qui neutralisent les intérêts généraux, à laquelle il faudrait revenir. Maintenant, le problème, je le dis souvent, pour changer de constitution, c'est pas un coup de baguette magique. Historiquement, regardez à quel moment en France on a changé de constitution. Julien, du coup, mais très rapidement, j'aimerais bien que tu répondes à une question que tu as soulevée. Tu disais qu'il fallait construire un rapport de force pour mettre la pression sur ce gouvernement. Donc, comment ? Alors, ça, là encore, je suis désolé, mais ça date, ça a été découvert et théorisé explicitement, ça a été découvert, mais ça a été théorisé explicitement par quelqu'un qui s'appelait Niccolò Machiavelli, un Italien du début du XVIe siècle, qui a compris, qui a fait un manuel sur comment marche la politique. Et la politique, ça marche au rapport de force. Et ça n'a pas changé depuis, malheureusement. Donc pas manifester, parce que mais il faut pas... ça ne fonctionne pas. Alors, si vous manifestez et que ça a des effets dans la population en créant du dissensus ou en créant de l'hostilité aux forces de l'ordre, parce que les médias relayent votre manifestation, montrent les images de violences policières, ne cherchent pas à les justifier, comme ça a longtemps été le cas, ça marche. Ce rapport de force marche. Le pouvoir est obligé de reculer. Et je vous rappelle que jusqu'au début des années 2000, quand il y avait de très grosses mobilisations populaires, les gouvernements reculaient systématiquement. C'était des gouvernements de droite. À partir de la réforme Fillon, en particulier en 2003, de plus en plus, les médias, mais qui perdaient en indépendance, et on se retrouve dans une situation qui était celle des années 30, où les médias, enfin celle des années 30 et de la Troisième République dans son ensemble, où les médias étaient aux mains de grands intérêts financiers, et où la presse était d'une grossièreté absolument terrible, racontait absolument n'importe quoi et jouait les intérêts de ceux qui la possédaient. Et bien à partir du moment où les médias ne relayent plus, mentent, invisibilisent ce qui se passe, le rapport de force est neutralisé. Il faut créer des médias alliés, des médias alliés, comme le média qui évidemment, et le champ de l'information est absolument fondamental. Le CNR le savait, ça faisait partie du programme, des leçons tirées par la résistance de la catastrophe des années 30. Maintenant, construire un rapport de force plus généralement, c'est l'objet même de la politique et c'est la question en ce moment de la NUP et du rapport entre les partenaires de gauche. S'ils sont de gauche, et ça dépend, il faut voir jusqu'à quel point ils le sont. On conclura justement sur la NUPES. On continue de parler des textes budgétaires et plus précisément de ce projet de loi de finances qui va être en discussion cet automne. Ce qu'on peut retenir de positif en tout cas, c'est l'augmentation de 3,9 milliards d'euros des fonds alloués au ministère de l'Éducation nationale. Alors de prime abord, c'est assez réjouissant, sauf que cette augmentation, elle est accompagnée de la suppression de 2500 postes de professeurs, des professeurs dont on aurait bien eu besoin dans le cadre de cette fameuse lutte qui est une priorité nationale, la lutte contre le harcèlement scolaire. On rappelle que le rectorat de Versailles est dans le viseur de ce gouvernement puisque la moitié des courriers de réprobation qu'il a adressés aux parents posent question selon le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Messieurs, c'est un sujet très important pour vous. Vous teniez à ce qu'on parle donc de cette question de harcèlement de la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors oui, parce que Gabriel Attal nous a fait un début de mandat ministériel, je ne sais pas comment on dit, voilà, assez tonitruant, et je dois lui reconnaître une habileté en termes de communication assez forte. Donc la séquence Abaya, qu'on a déjà commentée, on ne va pas revenir là-dessus, c'est suffisamment affligeant pour voilà. Et puis donc la séquence harcèlement. Ouais. Donc, moi, je ne commenterai pas la question de loi budgétaire ou quoi que ce soit. Je n'ai pas tous les détails de cette loi, mais c'est vrai qu'il y a la question de harcèlement est mise et sur la table de manière très forte de la part de Gabriel Attal, plus j'ai l'impression que son prédécesseur Pape Ndiaye, qui en parlait aussi beaucoup par ailleurs. Moi, ce qui m'a choqué... En fait, je vais un peu à contre-courant sur cette question, et je pense que peut-être que Julien ne sera pas d'accord avec moi. Je pense que cette question du harcèlement scolaire, moi j'ai été choqué par ce qui s'est passé, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où 5 policiers sont rentrés dans une salle de classe, ont interpellé et menotté un auteur de harcèlement extrêmement grave. Un mineur. Un mineur qui avait 14 ans, 14 ou 15 ans, qui a commis un harcèlement tout
à fait épouvantable, hein, il faut le dire quand même. Et donc, il a été menotté devant ses camarades, et donc avec des policiers qui sont rentrés dans une salle de classe. Et j'avoue que j'ai été extrêmement troublé par cela. Je me suis questionné, et je crois que cette approche punitive sur le harcèlement scolaire, et je pense que c'est la pire des approches. Alors, je sais que c'est pas populaire de dire ça, y compris à gauche, parce que y a une demande de fermeté à gauche sur cette question-là, qui est tout à fait légitime au regard du phénomène, de l'ampleur du phénomène, voilà, qui touche les jeunes, et qui touche aussi. Il y a le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement. Enfin bref, c'est un fléau absolu. Et je le conteste absolument pas, au contraire même. Mais en revanche, cette approche punitive consiste à renforcer les sanctions contre les auteurs de harcèlement, etc., me semble complètement à côté de la plaque, me semble dangereuse, parce qu'en réalité, il faut s'attaquer aux causes du harcèlement scolaire. Et moi, je suis convaincu que les jeunes qui font du harcèlement scolaire sont des jeunes paumés. C'est des jeunes qui sont eux-mêmes en difficulté. C'est des jeunes qui, s'ils en sont arrivés à être dans une telle haine, une telle... voilà. Généralement. Je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais ce sont des jeunes qui ne vont pas bien eux-mêmes. Et donc, on ne va pas résoudre le problème en ayant l'approche punitive, etc., etc., même si, encore une fois, ça fait plaisir à l'opinion publique qui en demande de fermeté, etc. Et donc, moi, je pense que le danger, là, dans cette histoire de harcèlement scolaire, c'est de répondre à ce phénomène qui est un phénomène de société, qui en plus quelque chose qui est lié, moi, à mon sens, hein, à la dimension très autoritaire de la manière dont la société est organisée, de la manière dont l'école elle-même entretient un certain nombre de valeurs, de principes qui sont très autoritaires, qui sont très finalement humiliants d'une certaine manière. Je veux dire, être élève aujourd'hui dans une salle de classe, dans l'éducation nationale, on vit des choses qui ne sont pas faciles quand, par exemple, on est un mauvais élève, ou quand on n'est pas forcément dans la norme, entre guillemets, et bien vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis voilà, c'est très dur. Donc je pense que le harcèlement scolaire, c'est quelque chose de beaucoup plus large, qui est lié aux structures sociales, voilà. Et donc voilà, l'approche punitive sur le harcèlement scolaire me semble non seulement dangereuse, mais contre-productive. Voilà. Oui, Julien. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec très rapidement pour rebondir sur ce que vous disiez, Mathieu Slama. Bien évidemment, je condamne moi-même cette approche punitive, surtout que généralement il y a des signalements au sein des établissements. On l'a vu également, ça monte même parfois jusqu'au rectorat pour pointer l'inertie même de parfois l'équipe pédagogique. Donc il y a aussi des responsabilités à aller chercher, alors au sein même de l'institution, au sein même de l'école, Julien. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez, et c'est pas du tout de la naïveté ou de l'angélisme, hein. C'est le mouvement même de ce que c'est qu'être de gauche, c'est-à-dire ne pas réagir comme ça selon la pulsion, mais essayer de penser, de comprendre comment ça marche pour être efficace et pour agir. Et en l'occurrence, effectivement, il y a toute une série de causes au développement du harcèlement. D'abord, je pense la montée des valeurs sociales en général, d'auto-affirmation, une forme d'arrogance qu'on vous demande d'avoir si vous voulez réussir dans la vie. Le gagnant prend tout, the winner takes it all, on dit aux États-Unis, en anglais. Voilà, c'est justement cette conception de la société comme une jungle, avec des perdants et des gagnants. Ceux qui sont forts survivent et pas les autres. Bon, c'est un peu toujours le même... c'est un peu le portrait de l'homme néolibéral, l'enfance de l'homme et l'adolescence de l'homme néolibéral. Maintenant, il faut aussi évidemment défendre les victimes, c'est une priorité absolue, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est pas en traumatisant une classe entière, en faisant rouler des biceps, en traumatisant les gens qui voient un jeune garçon menotté et emmené de force comme si c'était un grand criminel, dans une école qui est censée être un sanctuaire, quand même, à bien des égards, que l'on va faire avancer les choses. Mais en revanche, ça sert à faire de la com. C'est une logique qui correspond à l'esprit général de l'eupénisation d'ensemble. Il faut affirmer l'autorité de l'État. Ça nous renvoie à des images comme celles des enfants, des adolescents de Mantes-la-Jolie qui sont comme des prisonniers de guerre, attachés à genoux, la tête contre le mur, avec des CRS qui tournent autour d'eux en leur disant des mots aimables. Ça permet de ne pas interroger la responsabilité de l'institution. Non, bien sûr, toujours l'institution sénégalaise, au contraire, elle montre qu'elle réagit. Bien sûr, comme ça, elle pense que les gens sont assez bêtes pour être contents de ça. Il y a un climat général en France
France, dont le macronisme participe pleinement, même si ça a commencé sous Sarkozy et Hollande, d'affirmation de la force brute de l'État. Et là, on ne peut pas non plus ne pas penser à ces projets qui reviennent d'institutions du CNU, c'est-à-dire de militarisation. C'est le CNU, SNU, excuse-moi. SNU, Service National Universel, ou je sais pas quoi, enfin, une sorte d'embrigadement obligatoire sur le mode de la militarisation de l'ensemble des enfants. Il y a cette volonté d'affirmer l'autorité, aveuglément et violemment. Donc ça correspond pas du tout aux besoins. Maintenant, et pour terminer sur ces affaires, si on en revient à la question du budget dont tu parlais à l'instant, Nadia. Donc augmentation de 3,9 milliards d'euros des fonds alloués au ministère de l'Éducation. C'est exactement la même problématique, à mon avis. Donc justifiée par les revalorisations salariales des professeurs. Oui, alors voilà. C'est une magie extraordinaire parce que la Macronie augmente toujours les budgets dans tous les domaines, alors que ces mêmes domaines, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'éducation nationale ou d'autres services publics, sont en train de se délabrer. Et vous voyez bien que tout ça est packagé par des communicants. On utilise le phénomène normal d'augmentation de la masse salariale lié au fait que les gens prennent de l'ancienneté, lié au fait qu'il y a de l'inflation, pour attirer votre attention sur un point technique qu'en fait vous ne pouvez pas maîtriser parce que vous n'êtes pas un technocrate, vous n'êtes pas un administrateur, vous n'êtes pas un comptable public, et vous dire mais regardez, ça augmente. Donc ce que vous voyez de la réalité au quotidien, que vos enfants n'ont pas d'enseignants dans telle matière, qui n'ont pas qu'il faille amener vous-même les feuilles pour les photocopies, bref, que la cantine soit abominable, comme c'est le cas à Paris, dans les écoles, en fait, vous devez l'accepter, parce que les budgets ont augmenté, donc on n'y est pour rien, au contraire. Oui. Donc, il y a des espèces de tours de passe-passe comme ça, et là encore, il faut s'extraire de ça, ne pas accepter de rentrer dans ce boniment, d'accepter ces chiffres, ces détails techniques trafiqués, mis en avant, biaisés, de manière à faire passer la couleuvre et à nous empêcher de nous rendre compte de la réalité de la destruction des services publics et de l'éducation nationale. Le budget augmente. Chacun peut voir à quel point l'éducation nationale va mieux. Monsieur, je vous propose de conclure ce fond de l'info avec une polémique qui continue de secouer la NUPES, une polémique qu'on pourrait résumer en quelques mots, noms clés, Sophia Chikirou, Fabien Roussel, Jacques Doriot, Jean-Luc Mélenchon. Question un peu provoque, est-ce que vous pensez, comme Sophia Chikirou, qu'il y a du Doriot, l'ex-communiste collaborationniste, dans Roussel ? Alors non, pas du tout. Doriot était un collaborationniste français. Donc là, on parle de crimes contre l'humanité, on parle de choses d'une gravité historique absolument terrible. Et je pense que vraiment, rentrer dans ce type d'excès, et le mot est faible, pour moi n'a aucun sens. Ça affaiblit le sens des mots, et puis surtout ça affaiblit la gauche, parce que je trouve que la gauche là est dans une espèce est excessive. Elle est excessive dans les mots qu'elle emploie, elle est excessive dans un certain nombre de polémiques qui sont inutiles. Celle-ci est vraiment une polémique inutile. On n'a pas besoin d'accuser Fabien Roussel, de comparer Fabien Roussel à un collaborationniste français pour dire que Fabien Roussel a tout un tas de problèmes et défend des idées qui sont pour certaines réactionnaires et pour d'autres extrêmement problématiques et non progressistes. D'ailleurs, on l'a fait nous-mêmes dans une précédente émission sans utiliser ce type de comparaison grotesque. Et donc, je finis juste sur un point, c'est que la gauche s'y tire une balle dans le pied, elle donne des arguments, des outils, des munitions à ses adversaires pour, in fine, s'affaiblir, montrer à quel point elle est divisée, montrer à quel point elle est excessive, etc. Alors que, encore une fois, la gauche a besoin d'être solide, d'être unie, de montrer qu'elle a un vrai projet pour le pays, que sur un certain nombre de sujets qui se posent aujourd'hui, c'est elle qui a les solutions les plus rationnelles et les plus urgentes pour faire face à la situation. Et au lieu de parler de ces sujets de fond ou quoi que ce soit, on parle de polémiques, etc. Alors le truc, c'est que les polémiques, à gauche, ça fait plaisir aux fans, ça fait plaisir sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup de likes avec la polémique, mais en fait, on perd
on perd les Français, quoi. On perd les Français. On mobilise ses bases électorales sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de likes, c'est très excitant, mais derrière, en fait, je pense que toutes ces polémiques, et alors celle-ci, est totalement contre-productive, et je trouve, moi, j'ai été choqué, par cette comparaison. Alors Jean-Luc Mélenchon réfute toute comparaison entre les deux hommes, mais assure qu'il y a un malaise avec Roussel à gauche. Je vous propose de l'écouter. Nous n'avons jamais comparé monsieur Roussel à Doriot. Jamais. C'est pourquoi je parle d'une diversion. Si vous voulez avoir le fin mot, lisez Schneiderman. Nous sommes tous mal à l'aise des propos qu'il tient dans un certain nombre de domaines, et je ne veux pas récapituler ici. Ce n'est pas moi qui ai une divergence avec lui, c'est lui qui a une divergence avec ce qu'il a lui-même signé, qui est l'accord que nous avons fait sur 640 points. Monsieur Roussel a décidé tout seul, et il est le seul à avoir fait ça. Alors quant à Fabien Roussel, il condamne un appel à la haine. Le mot est un peu fort aussi, non ? Alors moi je serais plus mesuré, un peu plus nuancé que vous sur cet épisode dur, bien sûr, c'est une allusion très dure, c'est un rappel très dur que de convoquer cette figure de Doriot. La question n'était pas du tout de dire que Roussel allait commettre les actes qu'a commis Doriot pendant la deuxième partie de sa carrière. Ce que disait Chikirou en relayant un tweet ou un post Facebook, c'est il y a du Doriot dans le comportement de Roussel. Et c'est plus intéressant qu'il y paraît, même si je ne pense pas que Roussel soit Doriot, enfin je ne l'espère pas. Il y a des éléments dans l'itinéraire de Doriot au début, au moment où il change de stratégie, où il essaye, alors que c'était un leader communiste traditionnel, d'en appeler à une sorte d'union avec la bourgeoisie sur des thèmes qui laissent de côté les intérêts des travailleurs, dit-il au départ, pour contrer le fascisme, pour unir la population, unir les forces politiques contre le fascisme qui monte. Donc on est au début, puis au milieu des années 30. Et puis finalement, il va très vite franchir le pas et devenir lui-même un fasciste, après avoir repris des thèmes populaires qui flirtaient avec les thématiques du fascisme pour faire l'union, pour les contrer. Ce qu'a dit Mathilde Panot, par exemple, qui à mon avis a eu la réaction la plus, comme souvent, la plus raisonnable, c'est qu'il y a des dérives très inquiétantes de Fabien Roussel lorsqu'il dit, je la cite d'ailleurs, les frontières ne devraient pas être des passoires, lorsqu'il parle des quartiers racisés, lorsqu'il parle de la France des allocs, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il va manifester avec un syndicat proprement fascistoïde, Alliance, pour réclamer aux côtés de ce syndicat, en réalité, une quasi-totale impunité de facto de la police face à la justice. Lorsque, non seulement il se désolidarise de la manifestation contre les violences policières du 23 septembre dernier, mais qu'il l'accuse en fait d'être anti-flic et nie implicitement sa nécessité, c'est-à-dire les violences policières, on voit qu'il y a une stratégie que lui-même, d'ailleurs, dans son dernier discours à la fête de l'UMA, a assez bien résumé. Il s'est présenté en disant « Mon objectif, c'est de rassembler la gauche et la droite dans une grande union pour faire barrage au fascisme. » Comme si c'était ça, l'objectif du Parti communiste et de la gauche en général, comme si ça avait un sens en soi, et comme si, avec ses 2,1% à la présidentielle, il était bien placé pour ça. Donc, il y a une dérive de Roussel, il fait appel à des bas instincts, on le voit bien. Donc, l'attaquer durement là-dessus, mais encore une fois, en disant il va finir par y avoir du Doriot dans Roussel, ça ne me paraît pas aberrant. Non, c'est pas possible. Mathilde Panot aurait dû être beaucoup plus ferme dans sa condamnation. Non, Doriot était en plus antisémite. Mais on n'est pas en train de dire qu'il est arrivé au point où Doriot en est arrivé à la fin. Je crois vraiment Quand on compare des parcours, il y a une évolution dangereuse. À un certain stade, Doriot en était là. Il ne s'agit pas de dire que Roussel va aller plus loin. Je pense que des fois, de la même manière. Je pense que des fois, on se grandit à reconnaître des erreurs. C'est pas grave. On fait tous des erreurs dans. Moi, ce que je veux souligner, c'est la nécessité politique de on se grandit à reconnaître totalement, sans aucun oui mais, des erreurs, et je trouve dommage que Mathilde Panot, qui a raison par ailleurs dans ce qu'elle dit, mais je trouve dommage qu'elle n'ait pas dit ça de manière beaucoup plus claire. Mais parce qu'elle pense que ça n'est pas une erreur. Elle pense, je crois, et je suis d'accord avec elle, je pense que c'est discutable, que c'est dur. Vous-même, Julien, vous disiez à juste titre dans une précédente émission qu'il y a dans la tradition du Parti communiste français un certain courant réactionnaire qui flirte avec le nationalisme, avec des positions absolument pas progressistes, etc. Donc je pense qu'on peut tout à fait
reconnaître la filiation de Fabien Roussel par rapport à cette tradition-là qui mais va elle est chez dangereuse. Marchais, etc., qui est Ça tout peut à être fait dangereux. condamnable et qui est tout à fait dangereuse et contre laquelle il faut lutter. Mais Dario de est une grâce- illustration des Mais excès de dans ce grâce, sens. n'allons pas dans des comparaisons qui, Alors- pour le coup, là, nous font changer totalement de monde et qui ne sont pas raisonnables. C'est quand même intéressant de voir, et on peut peut-être terminer là-dessus pour finir sur cette affaire, qu'elle a suscité une levée de bouclier, cette déclaration. Donc, il y a du Doriot dans Roussel, Roussel. une levée de bouclier assez extraordinaire et que ça a réussi à faire une unité complètement improbable entre l'EPS, l'EPC bien sûr, et même Europe Écologie Les Verts, puisqu'il y a eu une tribune qui est parue dans l'Humanité en soutien à Fabien Roussel contre cette aberration totale qui était d'avoir dit qu'il y a du Doriot dans Roussel. Alors, Vous voyez les Donc, conséquences. LFR a réussi à Mais unifier la gauche. voilà, c'est ça oui, que t'es en train sauf de que dire, Julien. si- ça prouve que sauf que si on additionne les scores qui ont été faits, mettons par Jadot, Hidalgo et Roussel lui-même, donc Jadot et Hidalgo signant la pétition, on arrive à peine plus du tiers que ce que Mélenchon a fait au premier tour. Mais surtout, ce qui est absolument délectable, je trouve, c'est que cette pétition réunit quelqu'un comme Yannick Jadot, membre d'un parti dont Cécile Duflot, lorsqu'elle le dirigeait, et Dieu sait si elle est moins à droite que Jadot, a désigné Jean-Luc Mélenchon comme déroulède. Elle a accusé Jean-Luc Mélenchon d'être un déroulède au moment où Mélenchon proposait de faire un Podemos à la française en 2015, une alliance avec Europe Écologie Les Verts. Déroulède, c'est une accusation au fond plus grave que celle de Doriot contre Roussel, parce que Déroulède, c'est l'un des pères de l'extrême droite française dès le départ. Là, il ne s'agit pas d'un parcours, il ne s'agit pas de tendre dangereusement vers quelque chose, comme on le dit là. Déroulède, c'est celui qui est obsédé par la revanche, le revanchisme impatriotard contre l'Allemagne, parce que Mélenchon avait dit, ce qui est une vérité jusqu'à preuve du contraire, que la politique économique de l'Union européenne est sous influence allemande et que cette influence est délétère. Ce qui, d'ailleurs, à l'époque, a été amplement à nouveau prouvé avec l'attitude de l'Allemagne dans la crise grecque. Mais il faut condamner évidemment, cette Et, comparaison, bien sûr. ouais, non mais voilà, donc on trouve parmi les signataires des défenseurs tout à coup de Roussel, outre bien sûr toute la presse de droite, de Marianne à l'Express qui s'indigne en faveur de Roussel, Anne Hidalgo, qui a fait sa campagne glorieuse, comme on sait, puisque c'est 1,7% à la clé pour le Parti socialiste, en 2022, regardez les vidéos en disant que Jean-Luc Mélenchon est le complice des dictateurs, que c'est qu'il cherche à favoriser les intérêts d'Assad, etc. Donc des trucs totalement ignominieux. On trouve Ça n'a pas suscité le même émoi. on trouve dans la liste, c'est ça qui est magnifique, Madame Delga, qui est une prétendue socialiste valsiste, dont les thèmes sont très proches de l'extrême droite. Et pour le coup, là, on peut convoquer une autre figure de manière bien plus justifiée, qui est celle de Marcel Déat, qui est un peu l'équivalent de Doriot dans les années 30. Alors lui, il va au fascisme, non pas depuis le PC, mais depuis la SFIO, depuis l'ancêtre du Parti Socialiste. Delga, qui est une proche de Valls. Valls, c'est, alors lui, vraiment de manière troublante, une réédition, alors soft pour l'instant, espérons que ça va durer, de DA. Valls manifeste avec l'extrême droite. Valls développe des thèmes d'extrême droite. Valls nie les violences policières, fait l'apologie de la force. Alors évidemment, mais une comparaison, ça n'est jamais... Une comparaison, c'est toujours entre deux éléments qui sont distincts. Valls n'est pas un fasciste, pour l'instant. Il ne répugne pas, quand il le faut, à développer des thèmes fascisants. Il a manifesté avec des fascistes. Voilà, c'est tout. Il est de droite, il est assez réactionnaire. Voilà, c'est pas un fasciste. Pas n'importe quelle droite. Et par ailleurs, il tient des propos c'est une sur le droite tout à fait qui a problématiques. des fortes tendances racistes. C'est pas un fasciste. C'est une droite. Les mots c'est un raciste alors. Le fascisme, ça a plein de sens possibles. C'est faire passer l'autoritarisme, donner raison aux forces de l'ordre quoi qu'il arrive, cautionner les violences policières, développer des discours qui tendent à stigmatiser une partie de la population de manière raciste. Bon, tout ça n'est pas sans rapport avec le fascisme et tout ça caractérise dans une large mesure Manuel Valls. Donc voilà, et Madame Delga. Donc que ces gens aillent ensuite s'indigner, voler au secours de Fabien Roussel avec la presse de droite à l'unisson, là encore, c'est à nous d'utiliser un petit peu notre jugeote et d'en tirer les conclusions. Encore merci, messieurs, pour ces précieux éclairages. J'aurais aimé vous entendre davantage, mais bon, on doit bien mettre fin à cette émission également. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Fond de l'Info. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, rendez-vous sur le lien KissKissBankBank disponible dans la description ou bien en haut de cette vidéo en cliquant en haut à droite de votre écran. Donnez, partagez cette cagnotte autour de vous et permettez aux médias de développer une grille de programmes qui bousculera la télévision. Merci et à très bientôt.